Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Weekly Bitcoin en live, comme chaque semaine avec Alexandre Lézé, le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B. Bonjour Alexandre, Bonjour comment Rémi, vas-tu? comment ça va? Ça va très bien. Mieux Toi que de les même? marchés Bitcoin? Eh oui, eh oui. On va en parler. Alors, où en est-il ce petit Bitcoin déjà pour faire un petit tour de son prix, de sa volatilité, où est-ce qu'on en est? On est plein dans les profondeurs du marché baissier de consolidation Bitcoin. Le Bitcoin est passé par ce type d'étape-là 4-5 fois dans son histoire. On a perdu à peu près 4% depuis la semaine dernière, 30% depuis le début de l'année, 50 à 60% depuis les plus hauts historiques de novembre dernier. Et les Bitcoin Treasury Companies aussi souffrent du point de vue de l'action. On verra, c'est un petit peu différent au niveau de leur bilan. Mais en tout cas, du point de vue de l'action, c'est sûr qu'il y a eu des baisses de l'ordre de 80-90% depuis les plus hauts respectifs. Bien que depuis le lancement de chacune des stratégies de trésorerie Bitcoin des sociétés leaders du domaine, Strategy, Metaplanet, Strive, Capital B, ces sociétés-là sont toutes en hausse depuis le début du lancement de leur stratégie, mais aussi une très grande partie de la base actionnariale des Bitcoin Treasury Companies a bien entendu des difficultés avec le prix qui a fluctué à la baisse depuis maintenant environ 9 mois. Donc c'est dur et ce n'est pas la première fois dans le domaine du Bitcoin qu'on est dans ce type de marché baissier. Je tiens à rappeler que Capital B va très bien, qu'on n'a jamais eu autant de Bitcoin dans notre histoire sur le bilan, qu'on n'a pas de dette financière, de levier en euros sur la stratégie de Bitcoin de la société et que nos réserves en cash ont même augmenté par rapport à là où on était au lancement de la stratégie Bitcoin. Donc il y a un petit peu un paradoxe entre des sociétés qui n'ont jamais eu autant de capital sur leur bilan, que ce soit Strategy, Metaplanet, Strive, Capital B, SmarterWeb, H100, Orange BTC, etc. Et pour autant, un marché Bitcoin qui n'a pas été favorable depuis les 9 derniers mois. C'est un petit peu sans surprise. On m'avait parfois poussé à dire qu'il n'y avait plus de cycle Bitcoin. J'ai toujours refusé. Il y a forcément des cycles d'adoption forts, des vagues d'adoption très fortes et aussi des cycles baissiers forts. Dans l'histoire du Bitcoin, il y a toujours eu des moins 80%, des moins 70%, et là maintenant, moins 60%. Et hier, il y a eu un élément qui est nouveau, c'est aussi de la volatilité sur les produits de crédit digital, dont on parle beaucoup. Alors, on a mentionné à plusieurs reprises dans les sessions précédentes qu'il faut toujours être prêt dans l'univers Bitcoin, bien entendu, à supporter des baisses de l'ordre de moins 50 à moins 80%. Le Bitcoin, c'est un actif complètement décentralisé. Et si sur certaines périodes de temps, il y a plus de ventes que d'achats, le prix peut baisser naturellement. Et les sociétés qui sont basées sur le Bitcoin pour leur stratégie bilancielle, évidemment, peuvent souffrir du point de vue de l'action, de leur bilan. Capital B a 200 millions d'euros de Bitcoin sur le bilan, plus une réserve Bitcoin opérationnelle, plus une réserve de cash. Mais le crédit digital, hier, a connu une forme de liquidation avec des investisseurs qui avaient pris des effets de levier pour prendre des positions supplémentaires en se disant si je peux obtenir 11,5%, pourquoi pas emprunter contre ma position et racheter pour avoir encore 11,5% et voir le faire 3 ou 4 fois. Eh bien, hier, ces positions-là ont été liquidées et les prix de STRC sont passés de zones plutôt habituelles entre 90 et 100 à une zone qui n'avait pas vraiment été connue entre 82 et 87. Et SATA qui est passé effectivement entre 92 et 97. Donc ce n'est pas des volatilités catastrophiques non plus, avec un Bitcoin qui est passé de 120 000 $ à 60 000 $. STRC a connu une baisse du coup de 15% environ. Donc il y a bien une réduction de la volatilité, mais il n'y a pas une absence de volatilité. On rappelle que ce soit sur le Bitcoin, les Bitcoin Treasury Companies, le crédit digital, il y a bien évidemment des risques. Chacun doit faire ses analyses.
Et on rappelle aussi pourquoi on est là. On est là parce que il y a 21 millions de bitcoins, qui a une offre totalement illimitée de monnaie d'État, de monnaie euro, de monnaie dollar, et qu'il y a une compétition complètement illimitée dans le domaine de l'IA, dans le domaine des nouvelles technologies, où il est impossible de savoir quelle va être là ou les sociétés qui vont gagner dans l'IA dans les 5-10 prochaines années. Toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle société qui arrive et qui disrupte des nouveaux secteurs d'économie et même des concurrents. Alors que le Bitcoin, il y a un seul actif qui a une rareté absolue et une adoption mondiale, c'est le Bitcoin. Et finalement, la meilleure manière de se positionner à nos yeux sur cette vague technologique de digitalisation de l'économie, de digitalisation des marchés de capitaux, c'est l'adoption du Bitcoin. On pense que le Bitcoin a le potentiel d'aller vers 1 à 3 millions de dollars. On pense que ce qui compte, peu importe le prix au moment où on achète le Bitcoin, c'est le nombre de Bitcoin qu'on accumule. Et ce qui compte pour une société, c'est le nombre de Bitcoin par action sur une base totalement diluée. Et ce nombre-là, il n'a pas arrêté d'augmenter chez les acteurs leaders du marché. Et c'est cette asymétrie aujourd'hui qui est difficile parfois, parce que ça peut faire mal d'avoir un prix d'action qui diminue pour un investisseur. Et en même temps, la trajectoire de la société continue comme il était prévu à travers les cycles, avec plus d'accumulation et plus de Bitcoin par action. Oui, alors il y a quand même du positif dans tout ça. En effet, plus de facilité à acheter du Bitcoin à prix discount. La vision des Bitcoin Treasury Company reste la même dans tous les cas. Donc voilà, tant que le nombre de Bitcoin grossit, c'est ce qui compte le plus. Alors en effet, tu disais, voilà, le Bitcoin est habitué à ces baisses-là, à ces bear market, à avoir du mal aussi à définir le bottom, à savoir quand est-ce que le prochain bull run sera là. Le digital credit étant plus récent, je pense que ça peut aussi surprendre plus qu'autre chose, même si le stretch avait déjà connu ces décorrélations des $100 à plusieurs reprises, et ça reprend assez rapidement derrière, j'ai l'impression, même si là, on touche à un petit point historique qui décote encore plus que d'habitude, mais comme tu le dis, l'IA est au centre du. C'est vrai qu'aux États-Unis, on sent qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'IA, que c'est plus au centre des conversations que le Bitcoin en tant que tel, même si on sait très bien que ça reste corrélé. Il y a eu l'IPO de SpaceX aussi, avec du Bitcoin sur le bilan. Le Bitcoin gravite toujours autour de ces conversations technologiques. Donc le stretch, en effet, un petit peu décoté, malgré... je pense que les Bitcoin Treasury Company en ont bien profité. On en a parlé depuis plusieurs semaines, qu'il y avait toujours de l'accumulation de leur côté, des choses qui se créaient, qui se construisaient de ce côté-là. On avait parlé aussi du SATA, et en effet qu'il y avait un rendement journalier, alors que le stretch distribuait ses intérêts 2 fois par mois. Alors est-ce que du coup Strive avec le SATA va peut-être rattraper un petit peu sa course au digital credit par rapport à Strategy ? Alors, il y a plusieurs facteurs par rapport à la petite compétition qu'il y a entre Strive et Strategy. Il faut savoir que les deux sociétés, en fait, collaborent sur le même objectif, qui est l'accumulation de Bitcoin, que le succès du crédit digital de l'un est aussi le succès du crédit digital de l'autre. Et on le voit aussi, parfois, si un de ces produits décote fortement, il peut y avoir un petit impact de marché sur l'autre aussi. Pas forcément pour ce qu'on pense. Ça peut arriver aussi que, imaginons que STRC décroche davantage que SATA, il peut y avoir des investisseurs de SATA qui ont envie de bénéficier de cette décote supplémentaire. Qui passe de l'un à l'autre. Et inversement. Et donc, il y a eu une phase qui a été que beaucoup d'investisseurs se sont dit pourquoi attendre 2 semaines au lieu d'avoir un paiement journalier. Il y a eu un petit peu quelques rotations entre SATA et STRC. Il y a aussi d'autres investisseurs qui se disent non, en fait, je préfère l'approche et le risque de crédit de Stratégie qu'une société plus grande, malgré un taux d'intérêt payable toutes les 2 semaines ou tous les mois, maintenant toutes les 2 semaines. Mais en fait, il y en a pour tous les types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui vont préférer avoir la société la plus grande, des investisseurs qui vont préférer avoir la société la plus aventureuse en termes de levier sur le bilan, avec un taux d'intérêt un petit peu plus élevé.
Il y a des investisseurs qui vont préférer avoir une approche plus, disons, systématique, disciplinée. Donc, il y a différents investisseurs qui vont aller vers différents produits. Là où STRC a été un petit peu challengé, et là où SATA était autour du pair et autour de 97, là où Stratégie est plutôt autour de 88, eh bien, c'est notamment les réserves de cash. Il se trouve que Stratégie avait pris la décision, quand le Bitcoin était autour de 80 000, de racheter une de ses dettes convertibles avec une partie de sa réserve de cash. Et peut-être que ça aurait été mieux apprécié par le marché si le Bitcoin avait augmenté en même temps qu'ils avaient fait cette décision. Et en même temps, ils ont pris cette décision et quand ils l'ont annoncé, le Bitcoin a perdu 20 000 $, est passé de 80 000 à 60 000. Et donc, dans la même période, Stratégie s'est retrouvée uniquement avec une réserve de cash de 700 millions de dollars, qui fait à peu près 7 mois, à peu près 7 mois de réserve de cash pour paiement des dividendes, alors que initialement, ils avaient envisagé plutôt 1 an et demi, 2 ans. Donc, il y a peut-être une demande du marché d'aller vers une réserve de cash un petit peu plus importante, même si Stratégie a été claire sur le fait qu'ils peuvent vendre du Bitcoin. Le marché tend à dire si vous pouvez plutôt avoir une réserve de cash un petit peu plus longue que 7 mois, ça serait préférable. Donc, on peut observer une sorte de demande du marché d'avoir une réserve de cash plutôt autour de 1,5 à 2 ans, à minima, même si elle peut être utilisée précisément pour le cas où il y en a besoin, mais un petit peu plus élevé potentiellement. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, c'est ce que tu mentionnais sur le paiement journalier des dividendes qui a pu un petit peu rentrer, pas vraiment en compétition, mais en tout cas prendre de l'attention sur le marché. Donc, voilà. Je pense que c'est 2 facteurs importants. Et puis après, il y a un autre facteur, c'est que Stratégie, ayant été le produit le plus présent sur le marché depuis le plus longtemps, a aussi eu le plus grand nombre d'investisseurs qui ont pu prendre du levier. C'est-à-dire, étant donné qu'il y avait une taille plus importante, il y a eu des leviers peut-être plus importants qui ont été pris. Et donc, lors de la baisse, il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient plus leveragés peut-être sur STRC que sur SATA. Et puis, il y a un autre élément, c'est que Stratégie est un acteur de type systémique dans le domaine des marchés de capitaux Bitcoin. Et donc, évidemment, hier, étant donné que les marchés de capitaux ont fait que les STRC et SATA ont décroché par rapport au niveau cible autour de 100 $, eh bien, ça a pu infuser une certaine peur sur les marchés parce qu'en fait, c'est un petit peu cette théorie de la spirale négative où STRC descend, Stratégie vend un peu de Bitcoin pour payer des dividendes. Le Bitcoin baisse parce que les hedge funds se disent que c'est le bon moment de shorter parce que Stratégie est en train de vendre du Bitcoin. Stratégie peut vendre un peu moins de Bitcoin. Et donc, évidemment, ça, c'est quelque chose que les investisseurs voient comme un risque. Donc, c'est un risque qui peut être évalué. Et les investisseurs peuvent évaluer ce type de risque-là. Et en même temps, je rappelle que Stratégie, c'est beaucoup. C'est 3%, 2-3% du réseau Bitcoin en termes de nombre de Bitcoin, même s'ils n'ont pas de droit de gouvernance. C'est vraiment uniquement économique. Et en même temps, c'est aussi uniquement 3%. Donc, quand je disais que c'était systémique du point de vue des marchés de capitaux, c'est parce qu'il y a des volumes très importants sur MSTR, sur les options autour de Stratégie, sur le crédit digital. Et pourtant, le Bitcoin n'a pas besoin de Stratégie. C'est Stratégie qui est basée sur le Bitcoin. Donc, voilà, il y a toujours une tendance, à la fois dans les périodes haussières et dans les périodes baissières, de prendre une période courte et de l'étendre à l'infini. Et voilà, il y a à la fois à la hausse, parfois des moments où on atteint un top local. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller plus haut dans le futur. Ça veut juste dire qu'il y a un moment où il y a un moment d'excitation
un peu fort par rapport, disons, à l'état du marché d'adoption. Et puis après, parfois, quand on est un petit peu dans ces phases baissières où on est en train de rechercher un bottom local, voire générationnel, eh bien, dans ces cas-là, beaucoup d'investisseurs peuvent avoir tendance à prendre une petite partie de l'histoire de Bitcoin. Voilà, prenons à partir uniquement de novembre 2025 jusqu'à maintenant, si on tire le fil, on va à zéro. Oui. Sauf que si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde la tendance générale du marché Bitcoin, on se rend compte qu'en fait, le marché Bitcoin est en train de se consolider depuis maintenant plusieurs mois au niveau des anciens plus hauts historiques du dernier cycle, c'est-à-dire le cycle où on était allé autour de 60-69 000 $. Et on est en train de faire cette consolidation de la même manière qu'on avait fait cette consolidation le dernier cycle, parce que le dernier cycle, on était tombé jusqu'à 15 000 $, alors que le cycle d'avant était allé jusqu'à environ 17 000 $. Donc, on a ces consolidations à des moments clés du Bitcoin où il y a énormément d'investisseurs qui ont acheté, qui ont la base de coût en moyenne à ces niveaux-là, et où on a la moitié des acteurs qui sont en perte, la moitié des acteurs qui sont en profit. Et donc, il y a un petit peu cette lutte pendant quelques mois. Historiquement, c'est une lutte qui peut s'observer sur 6 à 9 mois encore, quand on est en plein milieu d'un marché baissier et de consolidation. Et on a eu la phase disons, de souffrance de marché sur le prix. Et normalement, quand on rentre à ces niveaux-là, historiquement, ça ne présage pas du futur, mais en tout cas, on peut que se baser aujourd'hui sur le passé, eh bien, on rentre dans des phases un petit peu plus longues de consolidation dans des ranges où les investisseurs sont confortables par rapport au risque qu'ils prennent et à l'anticipation d'un potentiel marché haussier futur. Et là, ce qu'on rappelle, c'est que il y a une constante. La constante, c'est l'inflation monétaire et que le Bitcoin en a que 21 millions. Et donc, ces phases-là, historiquement, ont représenté les plus grandes opportunités. Je parle du marché Bitcoin spécifiquement, pour les investisseurs d'appliquer ce modèle de DCA, c'est-à-dire de Dollar Cost Averaging. Et on voit bien que ces périodes de marché baissier sont plus longues en général que les périodes on aimerait l'inverse, oui, bien entendu, mais il se trouve que historiquement, sur chacun des cycles du Bitcoin, les périodes de consolidation sont plus longues que les périodes de phase haussière importante. Et donc, s'il y a un dollar cost averaging, c'est un petit peu ce que fait une Bitcoin Treasury Company en ajoutant du Bitcoin de manière systématique au fil du temps aussi, eh bien, au final, on se retrouve avec un coût d'acquisition de Bitcoin qui, en moyenne, est relativement favorable dans un contexte de tendance haussière de marché, qui est notre conviction. Donc, de notre côté, ce qui compte, c'est pas nécessairement quel est le prix exact d'acquisition du Bitcoin, c'est plutôt quel est le nombre de Bitcoin qu'un individu, qu'une société peut accumuler et à quoi correspondrait cette valeur-là avec un Bitcoin sur une tendance haussière avec une croissance de 30 à 60% en annualisé. Et le prix à payer pour une tendance annualisée de 30 à 60%, c'est des phases baissières qui peuvent être de 50 à 80% en moyenne dans le passé. Donc voilà, il faut s'armer de patience, tester sa conviction. Là, c'est aussi le moment de savoir si on comprend vraiment ce qu'on détient. Si on a un doute, alors ça veut dire qu'il faut se renseigner. C'est aussi pour ça qu'on fait ces lives toutes les semaines. Et il faut quand même être prudent. Il y a un risque de perte en capital sur tout investissement. Il faut être prudent. Et c'est de la même manière qu'on demande à la stratégie d'avoir un petit peu de cash de côté. C'est aussi important, bien entendu, d'être prudent, bien entendu, en tant qu'investisseur de manière générale. Et de notre côté société, côté Bitcoin Treasury Company, et c'est la même chose pour Michael Saylor et pour les autres leaders de Bitcoin Treasury Company, eh bien, on continue. On est fixe sur notre orientation, sur notre stratégie. C'est une stratégie de long terme.
stratégie d'accumulation de l'actif le plus rare à l'ère digitale, avec l'ambition que cet actif-là connaisse une adoption dans le type de tendance historique qui a perduré sur les 10 dernières années et vers la capitalisation boursière de l'or. Et dans ces conditions-là, eh bien, si ces sociétés font bien leur travail, dans 5 à 10 ans, elles ont un potentiel d'être parmi des sociétés les plus valorisées au monde. Si, bien entendu, le Bitcoin performe aussi, notre destin est lié intimement au Bitcoin, pas uniquement, puisqu'on a des activités opérationnelles, puisqu'on est capable de faire aussi des opérations sur le marché de capitaux qui augmentent le nombre de Bitcoin par action et donc permettent d'accélérer cette trajectoire. Mais en même temps, on est basé aussi sur Bitcoin. Évidemment, alors cette corrélation qui ne changera jamais et ces convictions aussi qui sont là, voilà, surtout dans ces phases de baisse, pour vous rappeler à vous-même, j'imagine, en interne et aux actionnaires et aux investisseurs que c'est une histoire de long terme, qu'il faut savoir dézoomer aussi voilà, sur le prix du Bitcoin. Et qu'en effet, ça atteste les convictions, même si on est un bitcoiner plutôt frais, on va dire, qui est acheté au top de l'année dernière. Bon, c'est la première vraie phase de baisse pour quelqu'un qui aura acheté à 100 000 ou plus. Donc, c'est là voilà, l'important. On ne peut jamais prédire, comme tu le disais, le momentum de montée est encore plus difficile à prévoir que les momentum de baisse. Même si, voilà, aujourd'hui, on ne sait jamais... quelles sont les nouvelles de demain qui vont pouvoir impacter sur ce Bitcoin. Mais on voit quand même un peu moins de panique, j'ai l'impression, du côté investisseur, même si aujourd'hui, voilà, comme tu le disais, il y a des gens qui aiment parier à la baisse ou à la hausse, même sur des outils de crédit digital qui peut être très risqué et beaucoup de gens s'en mordent les doigts, j'imagine. Donc, comme tu l'as rappelé, voilà, investissez en toute conscience, renseignez-vous sur le Bitcoin. Si le sujet vous intéresse, je crois que les informations ne manquent pas aujourd'hui sur Internet, des thèses à gogo. Mais voilà, donc on ne peut rien prédire, comme tu le disais, mais le long terme reste quand même la meilleure stratégie sur le Bitcoin plutôt que de chercher à parier sur sa baisse, sur sa hausse. Alors aux États-Unis, peut-être quelque chose qui a joué aussi sur ce momentum, pas à la baisse, mais en tout cas dans cette phase d'accumulation. Peut-être même que le bear market commence seulement maintenant, comme tu dis, en tout cas ce bear market qui débute un bottom et qui va peut-être durer plusieurs mois. Donc aux États-Unis, c'était la première réunion de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Donc les taux ont été maintenus entre 3,5 et 3,75 comme c'était attendu, donc même les marchés internationaux ont un petit peu corrigé après son discours, des prévisions d'inflation à 3,6% et une hausse de taux qui reste possible. Donc est-ce que ça a joué également sur Bitcoin? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les marchés étaient tous en hausse, que c'était un peu la folie au niveau des marchés boursiers, notamment avec l'IA, etc. Et qu'on sentait que les crypto-monnaies et particulièrement le Bitcoin en leader avait un peu du mal à suivre. En tout cas, on voyait une corrélation qui était plus forte avant, j'ai l'impression, entre les marchés boursiers et le Bitcoin qui se suivaient un peu l'un l'autre. Aujourd'hui, on voit justement quelque chose qui est encore plus dur à comprendre et à voir ce que ça va donner sur l'avenir. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quel point il y a aussi les tensions aux États-Unis, Iran, évidemment, qui continue, même s'il y a un petit peu d'apaisement, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Donc, est-ce que tout ça agit autant sur les marchés financiers que sur le Bitcoin, selon toi? Oui, alors effectivement, la Fed a changé de gouverneur, de la Banque centrale américaine, avec un gouverneur qui est quand même très réticent à ce qui peut produire de l'inflation. Donc, on n'est pas sur un gouverneur qui arrive et qui dit que ça va être... la fiesta par rapport à la création monétaire. Donc, quand on dit que l'inflation monétaire est quelque chose d'inévitable, on ne parle pas bien entendu du très court terme. Et là, en fait, tout le monde se demandait, en regardant le premier discours de Kevin Warsh, quelle va être l'orientation. Et j'ai une image qui est assez intéressante. C'est comme si tu étais
sur la route pendant la nuit avec ta voiture et que il y avait les lumières pour te permettre de savoir un petit peu le passage, pour ne pas naviguer à vue. Et en fait, le gouverneur de la Banque centrale américaine arrive et coupe toutes les lumières. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il a dit, c'est je ne peux pas dire qu'on va baisser ou qu'on va augmenter. Je ne peux pas dire non plus qu'on ne va pas le faire, mais aucun des deux. Et je vais également convoquer des commissions pour déterminer de nouvelles données afin de prendre de nouvelles décisions. Donc, si on fait la traduction, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il va faire encore. Par contre, ce qu'il sait qu'il va faire, c'est qu'il va modifier les données pour pouvoir prendre des décisions qui potentiellement en fait vont être les mêmes qu'avant, mais sur la base de nouveaux chiffres. Et voilà. Donc, en fait, personne ne sait quelle va être l'orientation des taux d'intérêt. Tout le monde anticipe relativement que les taux d'intérêt ne vont pas descendre dramatiquement parce que les marchés actions américains sont à des niveaux extrêmement élevés, sans compter, bien entendu, le secteur de l'IA. Et donc, typiquement, les gouverneurs de banque centrale commencent vraiment à considérer des baisses importantes de taux d'intérêt quand l'économie réelle et aussi l'économie action financière est en difficulté, les deux. Or là, il n'y a pas vraiment de problème tout à fait majeur dans l'emploi, il n'y a pas de problème majeur sur les marchés de capitaux. Et donc, a priori, soit ils vont laisser les taux à peu près au même niveau, soit ils pourraient les augmenter. Et peut-être que l'intuition, c'est qu'au lieu de les augmenter, ils vont un petit peu changer la donnée pour ne pas avoir à les augmenter, par exemple. Et en même temps, personne ne sait. Ça se trouve, il va préférer les augmenter aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de volonté à très court terme de faire baisser les taux d'intérêt. Ce qu'on sait aussi, c'est que compte tenu des intérêts de la dette et des taux qui sont déjà relativement élevés, à un moment donné, ces taux-là, la seule manière de pouvoir les financer pour les gouvernements, eh bien, c'est derrière d'aller faire plus de dettes. Donc, voilà, il y a cette inévitabilité qui est la toile de fond. Et en même temps, bien évidemment, compte tenu de cette inévitabilité qui peut faire peur à un gouverneur de banque centrale, il y a une réticence. Et donc, en fait, c'est comme si tu allais droit vers une direction. Tu peux décider d'y aller rapidement ou d'y aller un peu moins vite. Mais disons que c'est une route à sens unique. Donc, voilà. Dans ces conditions-là, typiquement, le Bitcoin a une trajectoire beaucoup plus haussière dans un contexte clair de baisse de taux d'intérêt. Là, il n'y a pas de contexte clair de baisse de taux d'intérêt. On rappelle, la baisse de taux d'intérêt, c'est ce qui fait qu'il est plus accessible de créer de la dette parce que le taux d'intérêt est moins élevé. C'est comme pour l'immobilier. Si le taux d'intérêt de la banque est à 0,8%, c'est plus... il va y avoir plus de dettes qui va être créée que si le taux d'intérêt est à 3 ou 5%. Eh bien, on est exactement dans cette situation-là. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un secteur de l'IA qui est en plein développement. Il y a un secteur des marchés actions qui est en plein développement. Et de l'autre côté, il y a le Bitcoin qui souffre un petit peu sur ces marchés-là, en l'absence de clarté sur ce qui va se passer d'un point de vue des taux d'intérêt, en l'absence d'apaisement total des tensions au Moyen-Orient, même s'il y a quand même des signes plutôt positifs récemment, et aussi, bien entendu, en l'absence d'accumulation supplémentaire de réserves stratégiques par les États-Unis. C'est quand même ça aussi qui avait un petit peu déçu dans le dernier cycle. Il y avait une anticipation d'accumulation par le gouvernement des États-Unis, suivi par des taux d'intérêt qui sont restés élevés sans accumulation. Donc, voilà. Encore une fois, le Bitcoin n'a pas besoin de ça, mais c'est des choses qui, si dans le futur, elles venaient à changer, avec des taux d'intérêt plus bas, avec des tensions géopolitiques apaisées, pourraient être des facteurs très porteurs pour le Bitcoin. Et même sans ça, en fait, ce qui compte le plus, d'un point de vue purement économique, c'est quelle est la quantité de crédit qui va être créée dans le système financier traditionnel pour permettre davantage d'accumulation de Bitcoin. Alors, on parle souvent du crédit digital émis par les Bitcoin Treasury Companies.
mais on parle peu, et pourtant c'est un phénomène qui est en cours d'accélération, du crédit que les banques elles-mêmes peuvent porter sur des portefeuilles Bitcoin ou des portefeuilles actions pour acheter du Bitcoin. Et ces offres-là, ces offres de type bancaire, de prêts lombards sur des portefeuilles d'actions pour acheter du Bitcoin, ou la conservation de Bitcoin pour fournir des prêts sur la base de ces portefeuilles Bitcoin, c'est des choses qui sont en accélération dans le domaine des banques privées et aussi qui commencent à être dans le domaine des grandes banques systémiques, même les lancements d'ETF Bitcoin, etc. Et en fait, tout ce travail de fond qui est en train d'être réalisé sur les marchés du crédit autour de Bitcoin va porter ses fruits au moment où eh bien, les marchés seraient plus porteurs de manière macro, avec des taux d'intérêt qui pourraient être vers la baisse, avec un contexte géopolitique un petit peu plus stable. Et quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que ce type de période géopolitique, historique, technologique, il y a eu des bouleversements dans le passé, de chocs pétroliers, de bulles Internet, de grandes crises financières. Et à la fin, les marchés se reprennent parce qu'il y a de la masse monétaire qui arrive, parce qu'il y a aussi des individus qui créent de la valeur et parce que bien, il y a quand même des personnes qui se lèvent tous les jours pour créer des produits qui correspondent à des besoins. Donc, un marché relativement difficile sur le Bitcoin de manière générale et en même temps une grande opportunité de pouvoir construire dans ce contexte-là. Voilà, on dit que c'est les plus grandes richesses qui sont faites au moment où personne ne s'intéresse à un actif qui, de manière objective, est l'actif le plus rare et le plus adopté au monde à l'ère digitale. Et notre conviction, c'est que c'est ça le pari gagnant. Et alors justement, j'ai l'impression que c'est aussi la première fois que les marchés financiers atteignent des hauts historiques, surtout avec l'avènement de l'IA voilà, qui ne cesse de grimper. On a l'impression que les plafonds de verre continuent d'être percés, parce qu'il y a des nouveautés technologiques aussi qui arrivent chaque semaine et une compétitivité incroyable entre ces grandes marques d'IA. Alors que le Bitcoin, justement, lui, est en phase baissière et de consolidation. Donc, est-ce qu'on en avait déjà parlé, voilà, que ces marchés financiers vont forcément corriger à un moment, peut-être de manière assez forte, sans parler de bulle IA. Mais ce serait peut-être justement un ruissellement vers le Bitcoin à ce moment-là, à l'avenir, même si on ne peut pas le prédire, mais c'est assez intéressant de voir justement cette désynchronisation entre les marchés financiers et le Bitcoin qui avant était vraiment plutôt corrélés. Et là, il y a plusieurs couches, comme tu le disais, il y a déjà eu des crises financières, il y a déjà eu la bulle Internet, et aujourd'hui, on a plusieurs de ces facteurs-là qui sont en parallèle, qui jouent en ce moment. Et alors, tu disais, voilà, donc première réunion sous Kevin Warsh, voilà, c'était la première. Je pense qu'il a eu peut-être raison aussi de rester un petit peu flou sur ce qu'il voulait faire. Et est-ce que c'est pas mieux justement d'avoir quelqu'un comme ça qui contrairement à Trump, qui nous avait un petit peu vendu du rêve, voilà, surtout aux citoyens américains, en leur disant vous allez en avoir marre de gagner, et qui finalement au niveau du Bitcoin n'avait pas vraiment suivi les promesses attendues, en tout cas pas forcément promises, mais attendues. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas, dans ces périodes d'incertitude, rester justement prudent comme Kevin Warsh l'a fait et laisser le marché naturellement se consolider, puisque Trump, c'est aussi son élection qui avait lancé un bull run assez légendaire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans le flou un petit peu, continuer de construire en attendant une correction à la hausse ? Le point fondamental sur le Bitcoin, c'est que personne ne sait jamais quand est-ce qu'il va redémarrer, et quand il redémarre, il n'attend personne. Voilà. Et ça, historiquement, ça a toujours été le cas. C'est toujours très facile de regarder dans le passé, de dire « Ah oui, ça, c'était là le moment le plus bas historique. Et si j'avais été là, j'aurais forcément acheté à ce moment-là. » Ça paraît facile en regardant en arrière. C'est impossible, personne ne sait. Tout le monde peut tracer des lignes sur des graphiques. La réalité, c'est qu'il y a quand même des zones de consolidation très fortes qui sont les anciens plus hauts historiques,
et en même temps, personne ne sait exactement à quel moment il va y avoir le bottom. Ce qu'on sait, c'est que historiquement, on est dans une phase de découverte d'un bottom qui aujourd'hui est à 59 000 $. Est-ce qu'il va aller un peu plus bas ? Tout est possible. Est-ce que ça va être vraiment ce bottom-là, le bottom historique ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que ces phases-là sont des phases, en cas d'un investisseur qui a une conviction long terme sur le Bitcoin, ces phases-là sont les phases d'accumulation les plus importantes pour un investisseur de long terme, à condition d'avoir bâti sa conviction soi-même, à condition d'avoir évalué les risques soi-même. Historiquement, ces périodes-là ont été les périodes d'accumulation les plus fortes des détenteurs de Bitcoin de long terme. Et donc, il faut plutôt voir ces phases de marché comme des opportunités. Ça confirme aussi les choix stratégiques qui peuvent être faits à niveau individuel ou à niveau d'une société, c'est-à-dire de ne pas se mettre en risque sur le court terme, d'adopter uniquement des stratégies de long terme. C'est pour ça que, par exemple, nos obligations convertibles sont uniquement à 5 ans et pas 3, par exemple. Et parce que le Bitcoin a des phases de correction qui parfois peuvent durer 2 ans. Et ça, c'est ce qu'on a vu historiquement. L'or, dans son histoire, a parfois connu des phases de consolidation de 10 ans. Ça peut arriver. Et en même temps, on est toujours parfois à quelques jours, potentiellement, ou à quelques mois, personne ne sait, d'une hausse historique qui rattrape toutes ces années de consolidation. Pour donner un exemple qui, je trouve, est marquant, l'or sur 10 ans, l'or et l'argent sur 10 ans font la même chose que le S&P 500. Et pourtant, le S&P 500 a monté entre 2010 et aujourd'hui. Et pour autant, l'or et l'argent qui avaient consolidé pendant 7-8 ans ont explosé à la hausse et ont rattrapé toutes ces performances qui n'avaient pas été réalisées avant. Et en fait, il y a 2 choses qui comptent sur les marchés. C'est d'une part, bien entendu, d'avoir la bonne thèse d'investissement et d'autre part, d'avoir la bonne stratégie de gestion de son propre risque. Traditionnellement, il y a la théorie de la diversification. Donc ça, c'est quand on n'a pas de vue sur l'avenir, on ne sait pas quoi faire, eh bien, on va diversifier. Et quand on a une vue sur l'avenir, eh bien, il y a quelque chose de fondamental, c'est que si on arrive à voir quelque chose, quand on dit qu'il y a 21 millions de bitcoins et une offre illimitée de monnaie fiduciaire, on a vu quelque chose. Et quand on a vu ça, on ne peut plus ne pas le voir. On ne peut plus ne pas le voir, puisque c'est une réalité mathématique d'un côté et un mandat de banque centrale de l'autre. C'est-à-dire que c'est même pas une hypothèse, c'est le mandat des banques centrales qui est d'avoir une inflation stable. Une inflation stable. Ce n'est pas la stabilité des prix, c'est une inflation stable. Donc, c'est toujours plus d'inflation. Et de l'autre côté, un actif qui n'a pas d'inflation, puisque c'est 21 millions et c'est tout. Et quand on a vu ça, eh bien, ça permet d'avoir une concentration de l'investissement. En tout cas, ça, c'est l'approche que prend Capital B sur la concentration de la stratégie bilancielle sur un actif de réserve de société, sur sa stratégie de trésorerie propre, d'avoir du Bitcoin, qui est l'actif le plus rare, le plus précieux, le plus adopté à l'ère digitale, et de l'autre côté, aussi, bien entendu, une approche de conservatisme sur la gestion, bien entendu, de cette perspective long terme, avec les risques qui sont, qu'on connaît, qui est la baisse de moins 50%, de moins 70%, de ne pas prendre de levier sur le court terme, de faire attention à se projeter sur le plus long terme possible. Et c'est là que le crédit digital est transformateur. C'est la première fois que des sociétés arrivent à lever 10 milliards de dollars en l'espace d'un bear market. Et c'est aussi la première fois qu'on a des produits perpétuels de financement pour acheter du Bitcoin
sans risque de liquidation sur le court terme, sans date de maturité, et qui permet d'étendre au maximum la capacité de financement pour maximiser le potentiel d'amplification de performance Bitcoin. C'est un potentiel, avec bien sûr les risques à analyser par chaque investisseur, et de l'autre côté, minimiser le risque avec l'absence de date de maturité et l'absence de risque de liquidation à certains niveaux précis. Donc, voilà, je pense que la stratégie Bitcoin n'est qu'à ses débuts et qu'elle croîtra avec le Bitcoin. Et comme tu le disais, c'est aussi pendant ces moments d'accumulation que se jouent les convictions des investisseurs et que c'est pas pour autant qu'on voit justement un Bitcoin à un prix discount qu'il faut forcément augmenter son DCA, il faut continuer sur sa stratégie d'investissement qu'on avait définie. C'est aussi une gestion de portefeuille, une gestion d'émotion, parce que c'est très important aussi. Ou la remettre en question le cas échéant. Hein. Oui, c'est-à-dire que je rappelle que il faut avoir une vue sur les risques, il faut comprendre sur quoi on investit. Il est sain de se poser la question de ce qu'on détient, de savoir si c'est aligné avec sa vision long terme, et de faire cette analyse au fil de l'eau, de poser des questions. Voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, et puis on pourra les adresser aussi les prochaines fois. Et donc, nous, on a une conviction et on s'y tient. Et en même temps, elle est basée aussi sur des analyses rationnelles, des analyses mathématiques. Comme je l'ai dit, une fois qu'on a vu quelque chose, c'est difficile. On ne peut plus fermer les yeux sur les faits, en effet. Et merci pour ces rappels et pour ce rappel de conviction, évidemment, que chez Capital B, vous avez et que vous aurez pour toujours, je n'en doute pas. Alors, des nouvelles de l'Europe maintenant, puisque il y a des informations ont circulé avec même des questions assez fortes. Christine Lagarde va-t-elle faire fermer Binance en Europe? Alors, c'est vrai que on en parle souvent de la situation et la vision européenne du Bitcoin, notamment par la BCE et sa présidente Christine Lagarde. Alors, il y a eu quelques rumeurs et des informations réelles sur Binance qui pourrait perdre son enregistrement PSAN en France. Tu vas nous expliquer ce que c'est, évidemment, mais est-ce que ça pourrait engendrer une fermeture complète de Binance? Est-ce que ça fermerait encore plus les tuyaux d'accès au Bitcoin en Europe, puisqu'on sait déjà que au niveau des impôts en France, Binance se devait de déclarer tous les comptes des investisseurs. Alors, est-ce que du coup, les talents, les capitaux, l'innovation, le digital credit aussi européen, est-ce que tout ça va peut-être être un peu bloqué, ou est-ce que c'est juste une fermeture d'un quand même énorme exchange international en Europe? Est-ce que ça va poser des difficultés à notre chère Europe et sa vision du Bitcoin? Alors, je n'irai pas jusqu'à au fait de poser des difficultés au Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas besoin de Binance non plus. Ceci étant, l'état des faits, c'est que Binance avait essayé d'obtenir une autorisation auprès de la France qui n'avait pas été obtenue. A ensuite essayé d'aller vers la Grèce pour obtenir une autorisation, ne l'a pas obtenue. Il y a eu une rumeur selon laquelle ça serait Christine Lagarde qui aurait poussé pour que Binance ne l'ait pas auprès de la Grèce non plus. C'est une rumeur, je n'ai pas vu de confirmation officielle, et en même temps, ça serait difficile d'obtenir une confirmation officielle de ce côté-là. Et de l'autre côté, aussi une hypothèse qui est que, selon Grégory Raymond, journaliste de Big Whale, il pourrait y avoir aussi et Louis Tellier aussi, qui est un journaliste indépendant, il pourrait y avoir une voie vers la France à nouveau, avec Tracfin par exemple, qui pousserait, tout ça ce sont des suppositions, qui pourraient pousser pour que il y ait une visibilité de toutes ces transactions-là depuis la France, régulées par la France. Donc voilà, on espère pour Binance, qui est un acteur quand même historique du secteur, de pouvoir réussir à
trouver une solution. De mon côté, je n'ai pas d'avis à donner particulier sur la plateforme Binance. Il y a toujours eu beaucoup de doutes émis par de nombreux acteurs sur Binance en raison d'opacité ou en raison de manque de visibilité sur la plateforme de manière générale. Et pourtant, bien cette plateforme-là a connu vent et marée et passé à travers tous les cycles sans un seul problème majeur. Et la plateforme a continué. Et donc, il y a deux éléments. Il y a la légitimisation institutionnelle, ça, on n'y est pas encore vraiment. Et de l'autre côté, il y a aussi le track record, c'est-à-dire vraiment l'exécution sur le temps long. Et que ce soit Coinbase ou Binance, on est sur des acteurs qui sont là depuis de très, très nombreuses années, qui ont connu des cycles encore plus violents que ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui pourtant ont grandi et grandi et grandi. Et donc, voilà, de manière assez simple, on leur souhaite du succès et on leur souhaite éventuellement de résoudre les points qui restent bloquants aussi. Et j'espère que l'Europe trouvera une manière de réguler Binance en Europe, ne serait-ce que pour les clients européens de cette plateforme. Donc, voilà, il y a quelque chose qui n'a pu pas aider aussi à la décharge des autorités européennes. C'est que Binance, quand même, avait pris des amendes très importantes aux États-Unis. Donc, quand on prend des amendes de ce type-là, c'est pas forcément quelque chose de nature à favoriser les négociations pour des agréments, pour faire une activité quand même assez sensible, puisque il faut pas que les consommateurs se fassent avoir. Maintenant, voilà, prudence aux plateformes qui sont utilisées et espérons qu'une solution sera trouvée. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus un choix énorme de plateformes d'échange historiques et avec la confiance des investisseurs, puisqu'on pense à Binance et Coinbase en priorité, qui sont quand même les gros acteurs du marché et qui ont la confiance des investisseurs européens. Alors, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aussi acheter des bitcoins via d'autres applications, je pense à Revolut, je pense même directement avec ces banques virtuelles, on va dire. Donc, est-ce qu'on pourra se passer des plateformes d'échange à l'avenir ? Est-ce que ça va peut-être aider aussi à avoir accès plus rapidement au Bitcoin ? Puisque je pense que plein d'investisseurs n'ont pas forcément envie de rentrer leurs informations personnelles dans ces plateformes d'échange qui demandent... Voilà, l'Europe est très régulée à ce niveau-là, donc il faut vraiment faire son KYC et montrer patte blanche énormément, qui est peut-être un peu plus facile en passant par des applis sur mobile ou autre. Donc est-ce qu'on va peut-être pouvoir se passer des plateformes d'échange à l'avenir ? Ma vision, c'est que ça va devenir une activité bancaire. Donc soit les banques vont racheter des plateformes d'échange, soit les plateformes d'échange vont devenir des banques. Mais on voit bien le souhait des régulateurs et que ces activités qui sont des activités d'achat, de vente, de conservation deviennent ou passent sous le giron d'une activité de type bancaire. C'est une bonne nouvelle pour l'adoption du Bitcoin de manière générale, puisqu'on assiste à une professionnalisation, à une institutionnalisation du secteur. Et en même temps, eh bien, oui, il y a une petite pince au cœur, puisqu'on a un peu l'impression de perdre cet idéal, disons, libertarien de Bitcoin original. Et pour autant, c'est aussi grâce à cette institutionnalisation et à cette reconnaissance institutionnelle, gouvernementale du Bitcoin comme un actif à part entière dans les marchés de capitaux que l'idéal initial du Bitcoin est aussi toujours possible de l'autre côté. C'est toujours mieux qu'il y ait 200 sociétés dans le monde qui aient du Bitcoin sur le bilan que zéro. C'est mieux qu'il y ait 10, 20 banques qui pratiquent le Bitcoin que zéro. Voilà. Et donc tout ça est un phénomène plutôt positif, mais la tendance générale par rapport aux régulateurs, c'est soit vous devenez une banque ou vous avez en tout cas une direction vers devenir une banque, soit ça ne va pas fonctionner. Et même si vous n'êtes pas une banque, appliquez des normes qui sont les plus proches possibles d'une banque. C'est vraiment ça la direction vers laquelle on se tourne. Et a priori, ça part plutôt d'une bonne intention. C'est juste que la transition est difficile, puisque à la base, ce ne sont pas des acteurs bancaires traditionnels. Ce sont des plateformes d'exchange Bitcoin et cryptoactifs. Donc
voilà, je pense que cette transition-là va être faite dans les 5-10 prochaines années et on se posera plus trop la question. Et en effet, ça va peut-être amener le Bitcoin vers de nouveaux horizons et l'emmener là où il doit aller. Alors passons à un État américain, l'Illinois, qui a instauré une taxe de 0,2% sur ces transferts de crypto-actifs, qui a été assez critiqué par l'industrie, parce que bon, ça touche à l'utilisation de ces réseaux plutôt qu'aux gains réalisés. Alors, on a entendu aussi des rumeurs pareilles du côté de l'Europe et de la France. Alors pourquoi seulement l'Illinois? Pourquoi c'est l'Illinois qui commence par ça? Est-ce qu'il y a d'autres États américains qui ont adopté ce genre de taxe sur les gains réalisés? Ou est-ce que ça va être une exception? Ou est-ce que ça va devenir plus régulier aux États-Unis? Alors c'est vrai que c'est surprenant venant des États-Unis, puisqu'on avait plutôt l'habitude de lois portant sur des créations de réserves stratégiques, comme au Texas, ou bien entendu par le gouvernement fédéral des États-Unis. C'est pas une bonne nouvelle, hein, pour être honnête, hein, quand on voit qu'un État se dit bah tiens, maintenant je vais appliquer une nouvelle taxe sur tout transfert de Bitcoin. C'est pas forcément de nature à porter l'adoption et l'étendue des cas d'usage du Bitcoin. Maintenant, bon, ça reste l'Illinois. Donc voilà, ce n'est pas non plus l'état systémique des États-Unis, mais c'est à surveiller. Il faut voir si c'est un phénomène qui va perdurer déjà. Est-ce que ça va vraiment se maintenir ou pas? Est-ce que ça va être une exception et est-ce que du coup ils vont être décriés ou avoir des conséquences plutôt négatives ou pas du tout? En Europe, on a eu des cas un peu similaires avec notamment les Pays-Bas qui ont introduit une taxe potentielle sur les plus-values latentes, même pas réalisées. Donc pour l'instant, qui n'est pas passé, mais c'est ce genre d'idées qui sont toujours un petit peu surprenantes, puisqu'elles vont à l'encontre de principes fondamentaux de droit de propriété ou tout simplement de rationalité de l'ampleur de collecte des impôts. Parce qu'à partir d'un certain niveau, c'est démontré que plus d'impôts égale moins d'impôts collectés, puisque les capitaux tendent à fuir. C'est le cas qui est observé depuis de très nombreuses années. Donc, j'espère que cette tendance-là n'est pas à poursuivre. Je n'ai pas d'indication aujourd'hui sur pourquoi précisément l'Illinois. Peut-être qu'ils avaient besoin un petit peu de refaire les caisses, mais à part ça, pas d'indication particulière. On ne sait pas dans quel but on espère que ça ne perdurera pas très longtemps. Bon, tant que c'est sur les gains à réaliser, ça peut se comprendre. Bon, on voit aussi une taxe de 0,2. On sent que c'est peut-être aussi pour se dire, bon, 0,1, on aurait pu, mais on va quand même essayer de passer. 0,2, on verra où ça va. Après, tout dépend en effet, du but final de cette taxe-là. Est-ce que c'est pour réguler? Est-ce que c'est simplement pour... comme tu le disais, en Europe, ça a été souvent pour... on a l'impression, en tout cas, que c'est pour mettre le grappin sur quelque chose qui leur échappe. Et qu'en effet, des fois, on voit sur des taxes sur des gains non réalisés, c'est quand même un petit peu contre-productif, comme tu le disais. Donc voilà, à voir l'avenir de l'Illinois, dans quel but. On espère en tout cas que ça ne se répandra pas trop comme épidémie de taxes. Mais c'est quand même intéressant à voir. Voilà, la crypto reste quand même au cœur du débat, malgré des tendances baissières. Donc on pourrait se dire que ce genre de taxation sur les gains réalisés pourrait arriver en période de bull run, alors qu'au final, là, c'est en plein bottom qu'on annonce des choses comme ça. Ouais, donc je pense qu'il y a un point important. Tout à l'heure, on parlait de gestion de risque, de bien parfois remettre en question un petit peu pourquoi on détient quelque chose. Et je pense que c'est toujours important de revenir sur les premiers principes. Et les premiers principes, c'est vraiment sur le Bitcoin, les 21 millions de Bitcoin, l'offre illimitée de monnaie fiduciaire. Et si ces deux choses sont vraies, eh bien, on connaît la direction. Et si on connaît la direction, la chose rationnelle à faire, c'est de se positionner dans cette même direction. Et à notre sens, la meilleure manière de se positionner dans ce sens-là, c'est via une Bitcoin Treasury Company. C'est pour ça, bien entendu, qu'on a créé Capital B. Et en même temps, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises aujourd'hui encore, eh bien, ça comporte bien évidemment des risques. Et de la même manière, il faut toujours se rappeler si
Le Bitcoin, directement, ne fait pas aussi du sens. Et d'avoir une vision long terme, d'avoir une prudence dans sa stratégie d'investissement et aussi d'avoir une conviction et de s'y tenir quand on a une conviction. Et il est important de se demander si cette conviction est toujours basée sur des faits. Et sur le Bitcoin, c'est très simple. Est-ce que le Bitcoin est toujours décentralisé ? Oui. Est-ce que le Bitcoin est toujours sécure ? Oui. Et donc, si le Bitcoin est décentralisé et sécure, les 21 millions sont maintenus, l'offre illimitée de monnaie fiduciaire peut être observée. J'invite tout le monde à consulter le Global Money Supply. Dans notre dernière présentation d'ailleurs de Keynote, nous l'avons mentionné et on peut le consulter sur notre site internet cptlb.com dans nos diverses présentations et la dernière dans l'onglet Médias, les dernières slides que l'on a publiées. Voilà. Et si ces convictions-là sont correctes, il est évident que le chemin est composé de certains passages difficiles. Et en même temps, c'est grâce à ces certains passages difficiles qu'il y a un futur qui a un potentiel important. Et donc, voilà, à chacun de faire son analyse. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre, pour ces nouvelles et de répéter encore une fois ses convictions sur le Bitcoin. C'est toujours bon de le rappeler. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations évidemment sur Capital B, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. Également le numéro du revenu de ce mois-ci où placer 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros et plus, toujours en kiosque. N'hésitez pas à le feuilleter, l'acheter ou vous abonner. Merci beaucoup Alexandre, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain un épisode de Weekly Bitcoin, toujours au poste et en direct. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.